Bon, bonjour à toutes et tous. Je voulais juste profiter de ce moment d'ouverture de la journée pour remercier nos partenaires qui sont aussi exposants et sans qui ces moments assez magiques que nous vivons n'auraient pu vraiment être tout à fait possibles. Donc je vous invite à ne pas passer sur leur stand, à discuter avec eux. Donc ces partenaires, je vais les citer très rapidement. Le partenaire Audience, groupe mutualiste de santé, qui est un de nos nouveaux partenaires et qui a décidé de s'engager sur le long terme avec la fédération. Côté fabrication, Arctic Paper, fabricant de papier comme vous le savez, puis des imprimeurs, CPI, Corlay, CPEC, Printcorp. Versant traduction, Atlas et la TLF. Et puis également côté média, le magazine Blast en ligne, Hoplibriste et Insist, puisque Insist présente une solution innovante pour favoriser le chemin du livre vers le lecteur. Voilà, merci à eux d'ores et déjà pour être présents et répondre à toutes vos questions et à nous soutenir dans l'organisation de ces acides. Je vous souhaite une bonne journée. Donc bonjour à toutes et tous, merci de nous avoir rejointes sous ce très beau ciel étoilé de bon matin, d'avoir délaissé le café pour venir écouter des éditeurs et éditrices, questionner, réinventer les chemins du livre. Car comme on le sait toutes et tous ici, le secteur du livre et spécifiquement de l'édition indépendante subit quelques difficultés, dirons-nous, que nous connaissons bien. Surproduction, baisse de la rentabilité, crise successive, fermeture des librairies. Pour des éditeurs indépendants, la question devient de plus en plus cruciale. Comment atteindre de nouveaux lecteurs, lectrices? Comment toucher de nouveaux publics sans pour autant évidemment négliger le circuit classique de la librairie? Il s'agit non pas de chercher un remplacement, mais un prolongement, une continuité, de mener un peu une réflexion ensemble. C'est ce que nous allons vous proposer pendant cette heure et demie à peu près de rencontre qui se déroulera en 3 temps. Une présentation des maisons d'édition présentes, représentées par leurs éditeurs et éditrices, suivie d'un moment de questions. Ensuite, quelles initiatives et alternatives ont été mises en place par chaque maison d'édition? Petit tour d'horizon des pratiques alternatives, un autre temps de questions. Et enfin, ensemble, là il y aura également un temps de questions et de suggestions autour des envies d'exploration alternative complémentaires au circuit classique. Et j'en profite d'ailleurs pour glisser, parce que dans le fil de la discussion j'oublierai, mais que certaines idées et démarches m'ont été soufflées par un des webinaires de l'écologie du livre qui explore les questions autour des pratiques. C'est une très bonne question. Nous allons pouvoir en parler, si vous voulez, en conclusion de l'effet entre gueule de bois et écologie. Peut-être nous sauvons du papier avec nos gueules de bois. L'écologie du livre, donc, il y a une série de webinaires autour des pratiques d'autres secteurs, la mode, les AMAP, etc., et de quelle manière on pourrait s'en inspirer dans le secteur du livre. Donc ça, je vous inviterai à les suivre par la suite. Donc pour commencer, les maisons d'édition présentes, nous avons Plume Blanche, Plume de Carotte, attention 2 plumes mais pas les mêmes, Les Monédières et Yovana Édition. Pour commencer, voilà, allez-y, je vous laisse un petit peu faire le qui, fait quoi, où, quand, comment, pourquoi. Qui êtes-vous? Où vous situez-vous? Depuis combien de temps vous existez? Quelle est votre ligne éditoriale qu'on puisse vous découvrir? Voilà, allez-y. Alors c'était une table ronde, en fait c'est une brochette d'éditeurs et d'éditrices. Allez-y. Non, je crois qu'on t'entend pas. Je peux juste... Bonjour, oui parfait. Donc je suis Julien Poujol, édition Yovana à Montpellier. Donc, la maison d'édition a 10 ans d'existence. On est spécialisé dans le voyage. Donc, j'ai 2 collections. Je propose d'un côté des récits de voyage vécus et de l'autre des romans avec des traductions latino-américaines notamment. Par ailleurs, je suis président d'Amalia Distribution et j'ai créé le collectif de surdiffusion Villa Amalia l'an dernier. Et puis avec mon collègue Fred Lizac ici présent, nous sommes membres du bureau d'Hérault. Donc Hérault, ce sont les éditeurs de la région Occitanie, c'est l'association des éditeurs de la région. Et comme on vous le présentera tout à l'heure, comme je vous le présenterai je pense,
nous avons lancé, il y a de cela 5 ans, un projet qui s'appelle les Stands d'Héros, qui est un projet de mutualisation de la présence des catalogues des éditeurs et de leurs livres sur les salons du livre et sur des marchés, sur des événements divers et variés, comme vous le verrez. Voilà. Bonjour à tous, je suis Marion Baril, je suis l'éditrice et la gérante des éditions Plume Blanche. Donc Plume Blanche, c'est une petite maison d'édition que j'ai créée il y a 10 ans, qui est située à côté de Brive, en Corrèze. C'est une maison d'édition dans laquelle je ne publie que des romans de littérature de l'imaginaire, donc fantasy, fantastique, science-fiction, dystopie, etc., d'auteurs francophones. Voilà, je ne fais aucune traduction, aucun achat de droit de quelque façon que ce soit. C'est une maison d'édition qui est en autodiffusion, autodistribution, et ce depuis sa création. On participe à beaucoup de salons littéraires au cours de l'année. On a des ventes qui se font en direct sur la boutique de la maison d'édition. Et comme on est en autodiff-distri, la seule solution pour qu'on se trouve en librairie, c'est quand c'est les libraires qui viennent vers nous et qui passent commande des livres et ou qui nous fassent part de leur volonté de défendre le catalogue. Voilà un petit peu en termes de présence et de fonctionnement. Bonjour. Ah, ça marche. Je m'appelle Fred Lizac, je m'occupe d'une maison d'édition qui s'appelle Plume de Carotte, que j'ai créée il y a 25 ans, basée à Toulouse. La ligne éditoriale, c'est tout ce qui est lien nature-culture, tous les liens qui nous unissent à la nature, utilitaires, poétiques, scientifiques. On publie à peu près une quinzaine de bouquins par an, moitié jeunesse, moitié adulte. Beaucoup de travail sur l'iconographie, l'illustration. Nous sommes diffusés depuis 2 ans et demi maintenant par Harmonia Mundi, diffusé, distribué, donc bien présent en librairie francophone. Et depuis quelques années, et avec une accélération cette année, c'est un petit peu ce que je vous exposerai tout à l'heure, un gros développement de partenariat et de coédition pour plusieurs intérêts, pas que économiques. Voilà, je vous raconterai un petit peu notre travail en ce sens. Bonjour et merci d'être là si tôt ce matin. Alors moi c'est Esther Mérino, édition Les Monédières. J'ai une maison d'édition qui est généraliste avec un petit catalogue aussi qui fait que des traductions des auteurs espagnols contemporains. Moi je suis en autodiffusion, distribution et c'est un choix. Qu'est-ce que c'est d'autre Et ma présence en librairie, elle est très diverse et très variée. Et ma particularité, c'est d'aller chercher les lecteurs là où ils se trouvent, même si les points de vente n'est pas une librairie en soi. Voilà. Et tu viens de dire c'est un choix. Tu as dit la même chose, Marion, l'autodiffusion, l'autodistribution. Pourquoi ce choix toi en créant une maison, toi également en reprenant une maison, hein, si mes souvenirs sont bons, Les Monédières, c'était une maison assez axée patrimoine. Tu l'as un petit peu faite évoluer, voilà, se moderniser un petit peu. Pourquoi ce choix de l'autodiffusion, autodistribution ? Parce que moi, je ne me reconnaissais pas dans cette... j'ai un esprit assez libre et j'aime les règles, mais peut-être pour les franchir, voilà, mais dans le respect de tout le monde, en fait. Je me disais, je crée une entreprise et je ne voyais pas, je n'aimais pas le fait qu'on m'impose quoi que ce soit, en fait, ni les nombres des parutions, parce que c'est une toute petite des maisons d'édition, donc je ne me voyais pas faire, je ne sais pas, 8, 12 livres par an, moi toute seule, parce qu'il fallait les faire. Je ne me voyais pas subir les contraintes d'impression à des volumes énormes, parce qu'il fallait être partout en France. Voilà, moi je concevais mon travail d'une autre façon, peut-être d'une façon plus lente,
plus dans les liens qui me sortaient de mon bureau pour aller vers les autres humains qui vendent des livres, donc les libraires, ou enfin voilà. Voilà, c'est moi, je voulais travailler comme je l'entendais et pouvoir avoir oui, adapté. Je ne sais pas, par exemple, pendant la crise Covid, je n'ai pas su faire d'avoir publié des bouquins qui sont restés sur la table, j'ai tout arrêté. Enfin, voilà, des choses comme ça. Une certaine liberté, comme tu viens de le Garder résumer. ma liberté. C'est la même chose pour toi, Marion? Alors, ça des choses un peu différentes, c'est-à-dire que quand j'ai créé Plume Blanche, j'étais étudiante à Bordeaux-Montaigne, donc juste à côté, et contacter les diffuseurs-distributeurs sur une maison d'édition naissante, ça n'intéressait personne. Ça n'intéressait personne, j'avais aucune crédibilité. Enfin, voilà, je me souviens être allée démarcher des librairies dont Mola, dont voilà, tout le monde marionnait, enfin, ça n'intéressait absolument personne. Donc, être pris dans de la diffusion-distribution, c'était juste impossible. Donc, je me suis dit, ok, c'est impossible, il n'y a pas de problème. Je vais trouver mon chemin et on va fonctionner autrement. Et le fonctionnement de ne pas avoir de diffuseur-distributeur, ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est que 100% des livres que j'imprime sont vendus. Voilà. Il n'y a pas de retour. Toutes les ventes qui se font en librairie sont en compte ferme. Donc, il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de livres qui sont envoyés au pilon. Et en termes d'écologie, dont on nous parle quand même régulièrement, qui est censé être un point fort du monde dans lequel on vit, je trouve que ça fait sens. Voilà. Et à l'heure actuelle, où la maison d'édition a un poids un peu plus conséquent que ce qu'elle avait il y a 10 ans, et heureusement, eh ben, c'est un modèle que je n'ai pas envie de changer. Maintenant, je suis démarchée régulièrement par des diffuseurs, par des distributeurs. Je n'ai pas envie d'aller avec eux. Je n'ai pas envie de changer le modèle économique qui fonctionne très bien et pour lequel je me suis battue depuis 10 ans pour mettre en place. Voilà. Et ça n'empêche pas... alors, il y a des avantages et des inconvénients, c'est-à-dire que le lecteur lambda qui ne me connaît pas ne me trouvera pas en librairie. Voilà. Il faut me connaître pour arriver à acheter le livre. Hein. Et ça n'empêche qu'on a des beaux succès de librairie avec une saga qui s'appelle Le Porteur de Mort, qui a 6 tomes, et sur lequel on a dépassé les 68 000 exemplaires vendus. Et bien, malgré tout, je trouve que c'est un beau parcours et que c'est un beau score pour une maison d'édition qui n'existe pas en librairie de manière globale. Donc je ne changerai vraiment pas mon fonctionnement. Et Julien et Frédéric, est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez résumer un peu la présence, faire un petit bilan de votre présence en librairie avec le plus, le moins, comme viennent Marion et Esther de le faire? En tout cas, c'est très intéressant d'entendre des éditrices, en l'occurrence, qui proposent de faire les choses différemment par rapport au circuit classique, parce que c'est un petit peu la réflexion qu'on a eue donc, chez Amalia Diffusion, qui est devenue Amalia Distribution l'an dernier. On a souhaité faire de la diffusion différemment et se rapprocher d'un modèle de surdiffusion. Il s'avère qu'on n'avait pas forcément les reins assez solides pour fonctionner de la même façon que fonctionnent les gros diffuseurs-distributeurs. Et donc on a tenté de changer de modèle, et il me semble que ce modèle-là va pouvoir fonctionner davantage pour justement des éditeurs-éditrices qui cherchent à être présents en librairie différemment. Donc le modèle de Villa Amalia, c'est un modèle de cotisation. Donc Villa Amalia ne prend pas de pourcentage sur les ventes réalisées, seulement une cotisation mensuelle. L'éditeur va s'engager sur 4 mois en fonction de son actualité. Est-ce qu'il a de la nouveauté ou non? Est-ce qu'il veut remettre en avant du fond ou non? Est-ce qu'il a les moyens de payer à ce moment-là ou non? Et en échange de cette cotisation, il y a 4 à 5 représentants qui, un petit peu partout en France, vont aller voir des libraires. Alors c'est à une échelle encore assez modeste pour l'instant, puisqu'on voit environ 25 libraires par mois. Mais voilà, c'est un modèle un petit peu laboratoire depuis 1 an. Et il me semble que voilà, ça peut venir combler certaines attentes. Alors soit pour des éditeurs qui effectivement n'ont pas de diffuseur et qui veulent malgré tout faire des tentatives, des coups d'essai,
soit pour des éditeurs qui sont bien diffusés, distribués, mais qui estiment qu'il y a des trous dans la raquette. Alors il s'avère que nous, on va voir pas mal de librairies hors des villes, par exemple. On a un maillon de libraires qui ne ressemble pas forcément à celui des gros diffuseurs-distributeurs. Donc certains éditeurs bien diffusés et distribués viennent à nous pour compléter des mises en place afin de les consolider. Donc en tout cas, je trouve ça vraiment inspirant qu'il n'y ait pas un seul chemin, un seul modèle, qu'il y ait beaucoup de gens qui réfléchissent à la meilleure façon de travailler selon eux. Et voilà, nous, chez Villa Amalia, on espère aider, contribuer à ça. Alors il s'avère qu'on va rester encore d'une taille assez modeste pendant un certain temps parce qu'on souhaite consolider ce qu'on a déjà. Et cette consolidation, elle ne peut pas se faire par un grossissement parce que justement, comme je disais, l'idée c'est de faire quelque chose d'artisanal, de faire quelque chose de ciblé et de ne pas noyer les catalogues des éditeurs et éditrices. Donc l'idée c'est de présenter maximum 30 ouvrages aux libraires et d'avoir le temps d'en parler. Mais peut-être que ce modèle-là fera des émules éventuellement et qu'à terme, qu'à moyen terme, il y aura des acteurs d'une taille humaine qui proposeront ce genre de service qui a l'avantage d'être assez flexible, comme je disais également. C'est-à-dire qu'on n'est pas lié par un contrat. Comme disait ma voisine, c'est vrai que ça peut faire très peur. Ce sont des contrats qui courent souvent sur 2 ans, voire plus, qui engagent aussi l'éditeur à un rythme de publication, etc. C'est quelque chose que le collectif de surdiffusion n'impose pas, évidemment, et voilà, qui permet une plus grande flexibilité et une plus grande agilité. Et combien êtes-vous dans ce collectif, pour rappel? Alors actuellement, nous sommes 15. Frédéric, je te passe la parole. Merci. J'ai bien aimé Julien qui dit il n'y a pas un seul chemin. Et je pense qu'effectivement, selon la taille de nos maisons d'édition, selon notre catalogue, je pense que Marion, ta solution qui est assez géniale, elle est quand même liée, je pense, à ce que tu publies, par rapport à un public qui peut être captif, que d'après ce que j'ai compris de ce qu'on a vu hier, l'importance des réseaux sociaux notamment, voilà. C'est pas forcément des solutions qui peuvent s'appliquer à l'ensemble des maisons d'édition. Et ce que je vais vous raconter sur Plume de Carotte, je pense que c'est à peu près la même chose. Je voudrais rappeler d'abord, on dit toujours pas d'éditeur, d'éditrice sans auteur-autrice, évidemment, pas d'éditeur sans libraire. Pas d'éditeur sans bibliothécaire. Je pense que si on est là aujourd'hui à réfléchir, à parler de solutions alternatives ou complémentaires, je vais sortir une tarte à la crème, c'est bien parce qu'on est en crise, avec tout ce qu'on dit depuis presque 2 jours ici, que en librairie, particulièrement pour les petites maisons d'édition, c'est difficile, et que oui, bien sûr qu'il existe d'autres pistes qui ne sont pas que des pistes au rabais, mais je vais résumer ça. Il y a 10 ans, chez Plume de Carotte, les ventes en librairie représentaient à peu près 65-70%. Donc on avait 30-35% de ventes autres, dans lesquelles je mets des ventes de droits étrangers, des ventes en direct, des ventes sur salon. Aujourd'hui, en 2025, sur le budget prévisionnel, on est dans la proportion inverse. C'est-à-dire que dans notre budget, je compte sur 30% de recettes de vente en librairie. C'est un budget peut-être prudent, mais ça répond à une réalité de ces derniers mois, de ces 2-3 dernières années. Et c'est un constat malheureux, avant tout. Et en même temps, il y a 70% à côté, à budget presque constant. Donc ça veut dire qu'effectivement, on est allé chercher des ressources ailleurs. Encore une fois, pas par choix premier, mais parce qu'il fallait, pour la survie économique de la maison d'édition. Et d'ailleurs, je vais prendre 2 minutes pour vous exposer, et puis après, je poserai des questions, en fait, plus que d'apporter des réponses. Je vous poserai des questions que je me pose et que j'ai envie de partager. Donc, le principe,
et là cette année 2025, c'est la première année où c'est du 100%, on va sortir 11 bouquins, ils auront tous une forme ou une autre de partenariat ou de coédition. C'est une condition qu'on s'est imposée pour cette année, après 2 années très compliquées, voire 3. D'abord, effectivement, économiquement, pour tenir. Donc, partenariat, coédition, c'est pas du packaging, c'est pas du bouquin de commande, ce sont des bouquins qui auront tous la signature Plume de Carotte. Ce seront des livres qui seront tous diffusés en librairie par Harmonia Mundi, mais il y a une double signature sur la couverture. Et on est allé chercher donc un partenaire, un coéditeur, différent pour chaque projet, et dans la logique de complémentarité. La complémentarité, c'est c'est pas forcément une structure qui a des compétences éditoriales, mais qui a envie ou a une matière intéressante, c'est presque un auteur, pour faire un livre. Dans notre domaine, il y a des acteurs comme ça. Ça peut être des collectivités, ça peut être, par exemple, on fait pas mal de livres avec des parcs naturels régionaux, avec des communautés de communes. Ça peut être des associations. On a plusieurs partenariats avec des associations nationales, notamment avec le Conservatoire des espaces naturels, qui est une grosse structure nationale qui gère tous les espaces naturels qu'il y a en France. Et voilà. On a un projet avec, pour vous donner quelques exemples, l'Association française des jardins botaniques francophones. Donc évidemment, c'est dans notre domaine. Ce qui est intéressant, c'est que ces structures-là, on va se mettre ensemble pour créer le livre. Il va y avoir des apports économiques, évidemment, soit directs, soit de diffusion complémentaire, ailleurs qu'en librairie. Et c'est là où il y a quelque chose d'intéressant aussi au-delà de l'économie, c'est qu'on va basculer avec eux dans une logique de demande, la fameuse balance entre l'offre et la demande. Oui, le livre, intrinsèquement, doit être dans une logique d'offre. Quelqu'un a dit mercredi soir, le bon livre, c'est le livre que le public n'attend pas. Évidemment, on sait que ce n'est pas si simple, que c'est une logique intellectuelle forte qui a toujours animé notre activité, mais que ce n'est pas si simple, et que c'est peut-être un peu dommage aussi de le contraindre face à cette surproduction, cette surabondance de livres, et du coup cette invisibilité qu'on peut avoir en librairie, à un moment se dire, par l'intermédiaire d'un partenaire, je vais aller directement vers un public qui est déjà sensibilisé, concerné, c'est une certaine efficacité, en tout cas, c'est un outil pour aller directement vers le lecteur, vers la lectrice. C'est aussi des complémentarités de réflexion éditoriale. Souvent, c'est des projets plus complexes à monter que si on décide tout seul, comme maison d'édition, de le faire, parce qu'en général, avec ces structures-là, on monte un petit comité éditorial. Il y a évidemment souvent un peu trop d'avis sur les projets, sur la couleur à mettre en couverture, sur la taille de la typo, mais ça fait partie de l'intérêt du projet. Encore une fois, j'insiste bien, parce que ça pourrait être une bascule dans laquelle on ne veut pas tomber. Ce n'est pas des bouquins de commande, donc il n'y a pas un partenaire qui dit « Non, moi ça je ne veux pas, c'est ça que je veux ». On discute, on échange. Et il faut qu'on se mette d'accord, puisqu'on est coéditeur. Voilà. Tout ça fait que, oui, il y a pas mal de projets qu'on peut réaliser. Même, je vous le disais, l'intégralité de nos publications de cette année, on va le faire dans ce cadre-là. Ça demande pas mal d'énergie. Soyons clairs, il y a des projets que j'aurais aimé faire. Je suis allé voir, est-ce que je trouve un partenaire? Tant que je n'ai pas trouvé de partenaire, je ne les fais pas, en tout cas, cette année. Et voilà. Et juste, les questions que je me pose, c'est oui, c'est intéressant, c'est une vraie piste. Certainement, c'est une piste, certainement pas la seule et l'unique pour tout le monde. Mais attention, comment continuer à travailler avec les libraires aussi, le plus efficacement possible. Effectivement, voilà. D'ailleurs, si jamais il y a des libraires et libraires dans la salle, n'hésitez pas à prendre la parole, réagir. Alors, pas de lancer de tomates parce que c'est pas de saison. Il faut quand même essayer de rester. Il y a l'écologie du livre qui est là. Plutôt des céleris ou des pommes de terre cuites si jamais vous n'êtes pas content.
Je voudrais dire quelque chose en fait. Enfin, je pense que si on est tous arrivés là, c'est parce qu'on a eu un problème d'invisibilité, comme le disait Fred, en librairie. Sauf que quand on a cette invisibilité-là, nous, les impôts, il faut continuer de faire tourner la structure, l'URSSAF, il faut les payer. Enfin, voilà, on a des frais de fonctionnement qui continuent de tourner. Donc, on n'est pas en train de dire, et ça, je voudrais que ce soit clair, on ne veut pas se passer de la librairie, mais nos modèles, c'est peut-être moins invasif, c'est pas le mot, mais enfin, voilà, on rentre pas en librairie comme quand on a une grosse force des frappes. Et entre-temps, il faut que nos structures puissent continuer de fonctionner. Donc, et voilà pourquoi on a cherché d'autres solutions alternatives à cet échange qu'on a aussi et cette présence qu'on a aussi en librairie. Oui, la rencontre d'ailleurs s'appelle Réinventer les chemins du livre et c'est pas remplacer évidemment. C'est face à cette évolution, complexification des secteurs, quels sont les autres chemins que les éditeurs indépendants peuvent non seulement emprunter mais même créer éventuellement. Marion, tu disais parler beaucoup un petit peu des réseaux sociaux en début de rencontre. Est-ce qu'il y a pas une forme de paradoxe qui se crée où l'éditeur n'est plus seulement éditeur, mais devient une sorte un peu de couteau suisse avec des compétences, plus une compétence sur les réseaux sociaux, c'est un métier. Éditeur, c'est un métier. Est-ce qu'un éditeur indépendant n'est pas forcé de multiplier les casquettes et les compétences pour justement s'illustrer et se distinguer? Merci, ça ira vachement mieux avec un micro qui fonctionne. Alors, moi, je pense vraiment que l'édition doit évoluer avec son temps. Et il s'avère qu'à l'heure actuelle, les réseaux sociaux, qu'on le veuille ou non, font partie de la vie quotidienne. C'est plus commun de croiser des gens qui ont un compte Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, j'en passe, plutôt que des gens qui n'en ont pas et même qui vivent sans téléphone. Voilà. À un moment donné, il faut, je le répète, mais vivre avec son temps et donc travailler, je pense, le modèle économique donc d'une maison d'édition, mais comme d'une librairie, parce que je vois des librairies qui se tournent aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, et qui arrivent à faire venir des foules dans leur structure, alors que les livres sont les mêmes que partout ailleurs, mais parce qu'ils arrivent à créer des événements, à faire des mises en scène, voilà. Et ça marche. Et donc oui, effectivement, ça oblige à se former à autre chose que le métier d'éditeur pur. Mais quand on est éditeur d'une petite maison d'édition, de toute façon, on est obligé d'être un couteau suisse. On est obligé de savoir faire plein de choses, on est obligé de savoir faire le travail d'éditeur, on est obligé d'être livreur quand on doit préparer les commandes et aller les poster, on est obligé de toucher un peu au site internet et de développer des compétences d'informaticien alors que ce n'est pas forcément notre prédilection de départ. On apprend à la partie pré-presse parce que y a que nous pour discuter avec les imprimeurs et j'en passe vraiment. Alors oui, c'est un pan un peu particulier, un peu nouveau, mais je pense très sincèrement que le public, quelle que soit la maison d'édition qu'on ait, quelle que soit la ligne éditoriale qu'on a, notre public, on peut le trouver sur les réseaux. C'est juste qu'il faut savoir où le chercher. Et comment ? Et comment. Alors ça prend du temps. Il y a des gens dont c'est le métier, il y a des gens qui travaillent pour ça, que l'on peut embaucher pour ça, qui peuvent nous apprendre. Mais c'est un outil avec lequel, dont je ne me passerai pas. Si je n'avais plus les réseaux sociaux à l'heure actuelle, oui, j'aurais une vraie problématique économique parce que je n'aurais plus d'intermédiaire pour véhiculer ce que je publie. Tout simplement informer le lectorat que ta maison existe et que ses publications Exactement, existent. Parce qu'il y a un système de newsletter, c'est donc des mails, etc. Mais ça a moins d'impact. Les gens aiment pouvoir interagir et ça va même un peu plus loin que ça, c'est-à-dire que maintenant, c'est les lecteurs qui vont voir leur libraire et qui leur dit « il y a Plume Blanche qui a sorti tel livre, mettez-le en rayon, il est hyper bien ». Et c'est hyper régulier qu'on se retrouve avec des libraires qui nous contactent parce que y a des lecteurs qui sont venus les voir pour leur recommander de prendre tel ou tel livre en rayon.
Donc je trouve que la formule est plutôt intéressante pour tout le monde. Oui, c'est le lecteur qui devient le prescripteur, ce que cherchent beaucoup de maisons, et notamment pour des maisons autodiffusées et autodistribuées encore plus. Tout à fait. Et en termes de coût, même si en fait ça ne coûte rien, ça coûte du temps, voilà. Ça peut coûter pour se former, etc. Mais après, faire un post, faire une story, à l'exception de temps, financièrement, ça n'a pas de coût pour une économie de maisons d'édition qui, on l'a vu très bien hier, sont souvent extrêmement fragiles. Donc avant de continuer sur ces questions, on est un petit peu déjà passé dans ces logiques, déjà passé dans la deuxième partie en abordant la première. Est-ce que vous avez des réactions ou ponctuations? Alors je vois, il y a une main là à gauche, enfin à ma gauche. Bonjour, Nicolas, libraire. Merci pour cette présentation. Je trouve très intéressant le modèle qu'a construit Plume Blanche parce que c'est très très loin de ce qu'on a l'habitude de voir. Et par ailleurs, c'est un public qu'on a peu en librairie de petite taille comme celle dans laquelle je travaille. La question que j'avais, Marion, c'était quelle part de tes ventes en direct et quelle part sur Amazon quelle part de vente physique, quelle part de vente numérique? Parce que j'ai l'impression que c'est un public qui lit aussi beaucoup de ventes numériques, enfin de livres qui lit beaucoup en format livre numérique. Et quelle remise tu fais à Amazon? Alors, je vais expliquer tout simplement. Alors moi en numérique, je suis hyper nulle pour vendre mes livres en numérique. C'est-à-dire que malgré tous les efforts du monde, alors sur le numérique, j'ai un diffuseur. Voilà, qui s'appelle Idantes, qui est au demeurant très bien. Mais malheureusement pour eux, je suis une très mauvaise maison d'édition pour vendre en numérique. J'aime beaucoup le papier. Voilà, ça doit probablement se sentir. Et à 2-3 auteurs près qui ont une grosse communauté qui les suit en numérique, c'est vrai que c'est pas là où je vais vendre le plus. Voilà, la part numérique est assez anecdotique, malheureusement. Parce que c'est quand même une rentrée d'argent assez facile. Et quant à Amazon, en fait, la seule solution que j'ai trouvée pour travailler à Amazon, c'est pour leur laisser de l'impression à la demande. C'est-à-dire que je travaille avec le système de KDP, qui est un système qu'ils ont aussi ouvert aux auto-édités, parce que les conditions de vente d'Amazon, c'est juste pas possible. C'est pas possible pour l'édition classique, ils prennent 50%, les frais de port sont à votre charge aller et retour, les différents... leurs différents entrepôts peuvent commander le nombre de livres qu'ils souhaitent, vous les retournez comme ils le veulent sans avoir à se justifier. Donc à un moment donné, hormis me tuer en termes d'économie et de structure, je ne vois pas, voilà, je vais être hyper honnête, je ne vois pas d'autres mots. Donc la seule solution que j'ai trouvée, c'est de leur dire, je vous laisse les fichiers, et quand un client, un lecteur, veut passer par Amazon, parce qu'il y en a qui ne veulent passer que par Amazon, c'est leur droit le plus absolu, ils font ce qu'ils veulent, Amazon imprime le livre et le livre au client. La contrepartie que ça a, c'est qu'effectivement, le livre est moins beau que s'il l'achetait en librairie ou s'il l'achetait auprès de nous sur notre boutique ou en salon, parce que comme toute impression à la demande, il y a un choix limité de papier, de format, de pelliculage, donc il n'y a pas de vernis sélectif, il n'y a pas de dorure, on ne peut pas avoir de jaspage là, qui tombe dans la mode de ce qui se fait beaucoup et de ce que les lecteurs aiment particulièrement. Donc voilà un petit peu les contraintes, avantages et inconvénients, on va dire. Bonjour, Jean-Pierre, Mobilivre. Je fais une présentation tout à l'heure du projet. J'avais une question sur la communication sur les réseaux sociaux qui appartiennent en partie à des grands groupes américains. Comment fait-on pour éviter l'antagonisme entre communiquer, et on sait qu'en ce moment sur les réseaux sociaux tels Instagram, TikTok, Twitch qui appartient à Amazon, les algorithmes changent assez conséquemment pour récupérer ses lecteurs et ses followers. Comment fait-on pour éviter cette... communiquer en même temps sur Instagram et les réseaux sociaux et en même temps avoir conscience qu'on met la tête dans la gueule du loup en vendant alors on sait très bien qu'un réseau comme Instagram, aux
États-Unis, on le voit, ça peut s'arrêter du jour au lendemain parce que ou TikTok ou Twitch ou voilà. Je me permets. Alors oui, on met dans laquelle tu loues. Le loup, il est là. Les lecteurs sont dans laquelle tu loues. Donc moi, par exemple, et je pense que c'est le cas pour tout le monde, je n'ai pas les moyens de payer une page dans un magazine. Je ne peux pas être performante comme si en presse, par exemple, mon métier, c'est pas attaché de presse. Alors oui, j'ai un fichier des journalistes que je vais contacter, etc., etc., etc. Voilà. Après, si les lecteurs aujourd'hui, ils sont là, allons les chercher aussi là où ils sont. Et je suis assez d'accord avec ce que disait Marion. Il faut qu'on s'adapte. Et pour moi, la question principale à se poser, c'est si je veux que mon livre parvienne aux lecteurs. Alors, la communauté de Marion, elle est assez jeune, mais moi, j'ai des lecteurs qui sont plus âgés. Moi, ils ne vont pas être sur Instagram, mais ils vont être sur Facebook, par exemple. Donc, et oui, c'est des géants du net, c'est des GAFAM, etc. Et on met dans la gueule du loup, mais le loup, il est là. Donc, et avec les loups, il faut faire avec aussi. Parce qu'il y a des lecteurs et des lectrices qui, eux et elles, ont besoin de littérature, tout simplement. Sinon, je pense qu'on ne serait pas là. Excusez-moi, mais je pense que c'est pas antagoniste. En fait, c'est juste une autre forme, une autre façon de faire. On peut mener les deux en parallèle. En fait, on peut continuer ce travail qu'on fait avec les libraires et créer ces liens et leur expliquer les nouveautés qu'on vient de sortir, etc. Et en même temps, avoir une communication ailleurs, là où en plus c'est plus accessible pour nous. Et quels sont un petit peu, donc il y a les réseaux sociaux, effectivement, on ne peut pas faire sans, puisque, comme tu l'as dit, et tu disais Marion, il faut vivre avec son temps. Qu'as-tu mis en place, Esther, avec les monnaies d'hier pour justement travailler un réseau de libraires d'une part et d'autres circuits, on va dire hors librairie, pour simplifier un petit peu? Mais en fait, moi, une des particularités, c'est d'aller dans des... Alors, la maison d'édition, elle est basée à Limoges. Limoges, c'est les Limousins. Par exemple, en Creuse, des librairies, il n'y en a pas pléthore, malheureusement. Au fin fond de la Corrèze, il y a des zones où on met une demi-heure, une heure, parfois des routes... des montagnes quand on monte dans des plateaux, il faut vraiment... Enfin, voilà. Donc, moi, je vais aussi couvrir ces territoires-là, où il n'y a pas de librairie. Je ne veux pas excuser les libraires, bien sûr que non, mais il y a d'autres endroits, comme par exemple, je ne sais pas, les petites épiceries des villages qui font café, bar tabac, épiceries, bureaux des postes, et ils sont aussi contents d'avoir des livres, parce qu'il y a un public, parfois c'est des touristes qui passent par là, ou qui sont là en vacances, etc., ou c'est les gens qui habitent dans ces territoires-là et qui ne vont pas aller tous les jours dans des grandes villes pour acheter exclusivement des livres, mais si on leur apporte les livres là où ils les voient, ils les achètent parce qu'ils ont aussi besoin de ça. Enfin, je pense qu'ils sont contents qu'on vienne aussi vers eux à cet endroit où ils n'ont pas accès facilement. Tu soulèves en plus une question qui est un autre sujet, mais qui est la question effectivement du maillage territorial avec des librairies. Si on est à Bordeaux, il y a plusieurs librairies. Dès qu'on s'éloigne un petit peu, moi j'habite en Dordogne, il n'y a pas énormément de librairies à moins de 45 minutes de route. Et on ne va pas tous, effectivement, tous les jours en ville. Donc il y a aussi cette question d'aller, ne pas seulement attendre que les lectrices viennent en librairie, mais comment les éditrices vont directement vers ce public, en fait. Oui, et puis après, ça dépend aussi un peu des livres qu'on publie. En 2023, URSS s'était fait plaisir parce que j'avais dit que j'avais des livres que je vendais en Biocop, et ça m'avait valu un très beau dessin, merci. Mais c'est vrai, enfin, quand on publie des livres sur l'écologie, sur la permaculture, etc., les lecteurs vont dans ces magasins-là.
Donc ils vont acheter des fruits, mais on leur apporte quelque chose qui peut leur intéresser. Certes, ce n'est pas une librairie, mais les lecteurs sont aussi là. Oui, les lecteurs font aussi des courses. Il Oui. ne faut pas oublier. Julien, donc tu parlais tout à l'heure de assaut d'éditeurs et différentes actions que vous avez menées de manière commune. Est-ce que tu peux revenir sur quelques-unes, pourquoi et quels ont été les résultats observés? Oui, tout à fait. Alors, Donc, est-ce que tu peux tenir ton micro plus d'accord. haut, Ok. s'il te plaît. Ça marche. Je vais d'abord lire URBS. Ok, pas mal. Donc, effectivement, pour faire écho à ce qui vient d'être dit, nous, chez Héros en Occitanie, avec notre projet de stand, on a pensé assez rapidement à un slogan qui fonctionne plutôt bien, je pense. Donc, il faut dire qu'on a créé ce projet-là de stand mutualisé en 2020, justement au moment où il fallait trouver des alternatives au circuit en librairie, puisqu'il y avait la crise du Covid qui nous mettait à mal. Et donc on a pensé au slogan, pour les livres aussi, il y a des producteurs locaux. Alors c'était un clin d'œil aux gens qui tout simplement vont faire leur marché et qui apprécient cette notion de produit local souvent. Et donc on a fait quelques marchés alimentaires pour commencer. Et c'était vraiment très intéressant de voir dans les yeux des gens qu'ils commençaient à comprendre qu'il y avait des éditeurs sur leur territoire. Donc pour eux, c'était la plupart du temps une première découverte. Et qu'en plus de ça, les livres étaient beaux, étaient variés. Ils ont découvert qu'il y avait une bibliodiversité au sein de leur région. Et donc c'était vraiment un des objectifs. L'objectif, c'était effectivement de compenser l'absence ou la quasi-absence de vente en librairie pour certains à ce moment-là. C'était aussi voilà, cette évangélisation entre guillemets du grand public. Et puis il y avait aussi l'idée de tisser du lien entre nous. Au sein de l'association, c'est devenu un des piliers peut-être, hein, parce que c'est vrai que c'est des moments où on se rencontre entre éditeurs. On essaie à chaque fois de proposer un achalandage qui corresponde au territoire en question. Ça peut être autour de Montpellier, ça peut être vers Toulouse, ça peut être aussi dans des zones plus rurales, un peu plus rarement, mais on essaye. Et l'idée, c'est aussi de coller à la thématique lorsqu'il y en a une, s'il s'agit d'un marché d'artisans, voilà, d'une région où il y a par exemple beaucoup d'architecture religieuse par exemple. Je pense aux rencontres archéologiques de Narbonne où on a pu présenter tout un panel d'ouvrages produits en Occitanie autour de l'archéologie. Donc voilà, l'idée, ça a été de montrer au public de notre région que ici il se passait beaucoup de choses et que les éditeurs n'étaient pas tous à Paris, loin de là. Et je pense que ça continue de bien fonctionner. Ça fait 5 ans et on a à peu près un événement par mois. Bon, les événements sont plus concentrés sur la période de printemps-été. En hiver, on est un petit peu en hibernation. Mais voilà, ça fait du lien et ça nous permet de toucher un public vraiment différent. La plupart du temps, ensuite, ça rebondit, à mon avis, sur des ventes en librairie. Hein. On a beaucoup de discussions où à la fin, Oui, bravo. Oui, on a déjà fait ce genre de choses. Hein. Alors, Poireaux et des Pentes, non, parce que des Pentes, c'est pas en Occitanie. Mais des partenariats sympathiques avec les collègues voisins où on commence à vendre plus ou moins le produit de l'autre et puis où on se fait rapatrier la présence du public juste à côté. Ça, c'est possible et envisageable. Donc j'ai perdu le fil, mais je pense que je vais donner la parole à quelqu'un d'autre. Non. En fait, ce que tu pointes une chose, enfin plusieurs même dans ta réponse, c'est d'une part le fait qu'il y a énormément de lecteuristes qui ne connaissent pas la réalité du territoire sur lequel ils et elles vivent. On ne sait pas forcément combien de dizaines de maisons d'édition il y a autour de nous. Et d'autre part, ce cliché comme quoi la librairie
à un grand public, à ces idées d'un certain type de public qui vient chercher un certain type de livre. Je pense qu'il y a vraiment un besoin d'information et de casser un peu aussi les clichés. Bon, je caricature, je pense qu'à peu près tout le monde lit Télérama ici, mais du lecteur de Télérama qui va dans sa librairie acheter un petit livre d'édition indépendante. Ça, c'est un public qui, quelque part, est déjà acquis, puisqu'il connaît déjà l'existence de l'édition indépendante, que ce soit de son territoire ou non. Et je pense que les associations d'éditeurs, comme tu viens de le pointer, en allant vers les lecteurs, lectrices et en commençant par les informer, c'est également un chemin, des autres chemins à emprunter. Oui, tout à fait. Et en complément de cela, je voulais vraiment appuyer sur le fait que c'est important pour un éditeur de rencontrer son lecteur en direct. Parce que lorsque ça fait plusieurs années qu'on est sur le circuit et lorsqu'on a délégué éventuellement sa diffusion, distribution, etc., on n'a plus vraiment ce contact direct. Et puis, il peut y avoir des fulgurances de la part du lecteur où « Ah tiens, cette couverture, j'adore, ah celle-là un peu moins réussie ». Et je pense que c'est vraiment fécond de retrouver ce lien direct. Oui, on en parle beaucoup pour les auteurs et autrices, du lien au public, mais pour les éditeurs et éditrices, c'est également primordial d'une autre manière. Mais... Alors avant de passer à la partie suivante, on prend le temps. Est-ce que vous avez des remarques ou questions, réactions? Ah, il y a un monsieur ici, c'est bon. Oui, bonjour, Cécile Richard, édition du Jeu de Loi. Alors effectivement, moi je suis comme les éditrices qui sont sur le plateau, c'est-à-dire que j'ai refusé le système de la diffusion, distribution déléguée. Alors, pour deux raisons. La première, c'est effectivement que nous sommes des entreprises commerciales. Il faut vraiment avoir ça à l'idée. Et que moi, je n'imaginais pas, en tant qu'entreprise commerciale, de déléguer la fonction commerciale à une autre entreprise, parfois filiale d'un concurrent. Ça me paraissait vraiment un non-sens. Ça, c'est la première raison qui est conceptuelle. La deuxième question, c'est une question de rentabilité. Une fois qu'on a laissé 65% aux diffuseurs-distributeurs, qu'on a laissé peut-être 20% à l'imprimeur, qu'on a laissé 10% à l'auteur, comment est-ce qu'on vit? Donc, il faut forcément se rattraper sur du volume. Donc, ça veut dire qu'on fait beaucoup de titres. Ça veut dire que donc, on rentre dans un système de cavalerie. Alors, effectivement, la diffusion, l'autodistribution, l'autodiffusion, ça demande du travail commercial, mais ça demande peut-être justement de mieux travailler chacun de ces titres. Moi, je sais que je dis à mes auteurs, vous ne serez pas dans toutes les librairies de France, mais en revanche, vous vendrez peut-être autant que si vous étiez dans toutes les librairies de France. Je vendrai à proximité et les tirages, ce seront peut-être les tirages des livres lus, ce seront peut-être tout à fait comparables à ceux que vous auriez fait dans une autre maison. Mais cela dit, j'ai aussi adapté ma ligne éditoriale à ce système. Voilà, je voulais juste dire une dernière chose, mais j'ai oublié. Donc le moins mais mieux. Comme souvent, il y a de la diversité, il n'y a pas un modèle. Et je crois que l'histoire de la diffusion, distribution déléguée, c'est une histoire d'échelle. Enfin, ça peut être une histoire de choix, mais c'est aussi une histoire d'échelle. Je sais qu'à Plume de Carotte, on avait commencé effectivement par faire notre diffusion, distribution nous-mêmes. Et puis à un moment, parce que c'est une histoire de temps, c'est une histoire d'énergie, c'est une histoire de compétences aussi. Je ne pense pas que quand on est éditeur, éditrice, on est forcément un très bon diffuseur, distributeur, un très bon commercial, on va dire. Il y en a peut-être qui ont des multiples compétences, tant mieux, mais voilà. Et un diffuseur-distributeur, à un certain moment, si on ne veut pas passer 75% de son temps à faire des colis ou du démarchage téléphonique ou autre, c'est un partenaire. C'est un partenaire pour effectivement avoir un accès à un certain nombre de points de vente, notamment de librairies, à une échelle que tout un chacun, les limites peuvent être très vite atteintes.
Je sais pas, je vois pas les micros, je vois qu'il y a un monsieur au 1, 2, 3, 4. Oui. Et il est là, le monsieur. Oui, bonjour. Sur votre droite, c'est une question pour Frédéric Lizac, qui est un petit peu technique. Parce que nous, on y est confrontés, c'est les éditions La Nage de l'Ours. On a fait un livre avec des partenaires, qui est super beau. Ça nous a permis justement d'avoir plus de fonds, de faire un livre avec un partenariat. Et je voulais savoir comment vous, techniquement, vous envisagez les réimpressions. Parce que quand le livre est épuisé, au moment de la réimpression, le partenaire n'est plus là, souvent. Sauf s'il y a eu un contrat avant. Alors je ne sais pas comment vous envisagez les réimpressions de livres avec partenaires. La réponse est simple. Dans les conventions de coédition ou les contrats de coédition qu'on signe à chaque fois avec les partenaires, c'est prévu. C'est une clause qui est prévue. Vous les réengager sur les réimpressions. Il n'y a pas d'engagement au départ, mais il est prévu que si... Voilà. D'accord, merci. Non, on va éviter ça, Urbs, s'il te plaît. Voilà, ça fait l'objet d'une notification complémentaire. Voilà. Mais effectivement, le partenaire n'est pas toujours là, forcément, pour la réimpression. Oui, bonjour, Alain Mordel des éditions du Séquoia. Je partage beaucoup le principe de M. Lizac. J'ai juste quand même une remarque à faire, c'est que pour que des partenaires viennent chez vous, il faut déjà avoir une certaine notoriété, une présence, une reconnaissance, parce qu'ils ne vont pas spontanément chez un éditeur. Et donc la présence aussi en librairie, parce qu'en général les partenaires sont des lecteurs et disent tiens, un beau bouquin, qui est-ce qui a fait ça? C'est les éditions Plume de Carotte, je vais aller les voir pour envisager un partenariat. Donc ça veut dire, qu'est-ce qu'il dit là? Un partenariat, là. Ok. Je résume. Monsieur Lizac, pour pouvoir trouver de bons partenariats et par exemple des musées avec lesquels je travaille, il faut qu'ils vous reconnaissent comme un éditeur compétent. Alors, oui, effectivement, et c'est ce que je disais en préambule, je pense que nous, cette piste qu'on a développée, elle n'est pas forcément valable pour toute maison d'édition. Elle dépend d'un catalogue. Et nous, effectivement, dans la durée depuis 25 ans, et 2 sur la thématique, on est bien identifiés. Et quand ce sont des partenaires qui nous contactent, il faut savoir que c'est moitié-moitié. Il y en a la moitié, c'est moi qui vais les chercher, et la moitié qui, à peu près, qui nous contactent. Ils nous contactent, effectivement, parce qu'on est un éditeur spécialisé dans leur thématique. C'est indispensable. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça nous est arrivé plusieurs fois de structures qui cherchaient un éditeur pour publier un ouvrage, et sans faire un appel d'offres, ils ont fait un peu une consultation, ce qu'on appelle une consultation restreinte. Ils interrogent 3-4 éditeurs. Et j'ai souvenir d'une anecdote, mais qui est éclairante. Il y a 5 ans, au début, quand on a commencé à travailler avec les conservatoires d'espaces naturels, pour réaliser en fait une série de cahiers de jeux pour les enfants, ils avaient aussi interrogé Glénat. Vous voyez, Plume de Carotte, Glénat, c'était pas tout à fait la même écurie. Et ils nous ont choisis en me disant après, bien sûr que Glénat avait sans doute une force de frappe commerciale, notamment que vous n'avez pas forcément, même si vous avez un diffuseur-distributeur national et tout ça. Mais au-delà de votre savoir-faire d'éditeur, vous avez une culture commune à nous. Et ça, c'était un point, en tout cas, qui les avait fait basculer. Oui, le commun, c'est un élément important dans ces rencontres et même dans cette thématique, de chercher le collectif dont tu parlais, dit aussi long, d'essayer de se mutualiser pour réfléchir ensemble, pour aller ensemble vers un nouveau lectorat. On a parlé des marchés, des biocopes, des épiceries, des partenariats donc dans des lieux plutôt tournés vers la nature. On a oublié les quincailleries, je crois.
Mais il y aurait beaucoup à faire. D'ailleurs, il y a une maison d'édition des Hauts-de-France qui réhabilite certains objets traditionnels. Ils verraient très bien leurs livres dans une quincaillerie, n'est-ce pas? Et pourquoi pas les quincailleries? Quels sont un peu les autres territoires que vous avez envie d'explorer ou vers lesquels il serait pertinent d'aller chercher ce nouveau lectorat pour faire découvrir vos maisons, toujours dans cette optique d'aller vers des nouveaux lecteurs, nouvelles lectrices? Esther, je te passe. Moi, je dirais, c'est explorer les territoires associatifs. Là, aujourd'hui, si on est là, c'est grâce aux associations d'éditeurs en région. Je pense que les associations en fait, d'éditeurs, ce qui permettent, comme disait Julien, c'est une visibilité autre. C'est, comme disait aussi Julien, c'est quand on est ensemble, quand on est en train de faire une présentation ou un salon, etc. C'est là où il y a l'échange avec les autres et c'est là où on se demande toi, comment tu fais, tiens, j'ai essayé ci, j'ai essayé ça, ça n'a pas marché, ça a marché. Enfin, voilà. Et ça ouvre tout un autre chemin des possibles, en fait. Avec une entraide, avec aussi un lien entre éditeurs. Et je pense que c'est très, très, très important d'explorer ça et d'aller plus loin, et même au niveau de la fédération. Il y a déjà des projets qui émergent et qui commencent à germer, mais entre des associations des régions différentes aussi. Mais je pense que les collectifs, l'hétéro-collectif, c'est quelque part où on doit avoir des belles choses à faire et des belles idées à créer, à imaginer, et puis après à mettre en place. Oui, il y a l'importance des échanges effectivement interprofessionnels pour une meilleure représentation auprès de ce fameux grand public. Oui, puis même par exemple, nous par exemple avec la ENA, on a des partenariats avec des salons. Et moi par exemple, j'aurais pas... je ne sais pas, un stand aux escales du livre des Bordeaux parce que ils sont très sollicités, etc. Peut-être qu'au niveau financier, par rapport au coût, je ne pourrais pas me les permettre. Et avec l'association des éditeurs, quand on prend un stand, ça permet à mes auteurs d'être présents quand même dans cette manifestation. Et c'est des choses, je pense, qu'on fait dans toutes les associations d'éditeurs en région. Oui, effectivement, je partage cet avis. Et donc, en effet, on a fait des marchés alimentaires, mais aussi des salons du livre de manière plus classique, et ça a permis à des éditeurs qui ne pouvaient pas être présents d'être représentés, et parfois des éditeurs qui n'étaient pas pris par le salon en question d'être représentés. Il y a toujours cette problématique lorsqu'on démarre aussi une maison d'édition, de la visibilité notamment en librairie, mais aussi auprès des manifestations littéraires. Les places sont chères parfois, surtout sur les bons salons. Je pense à la Comédie du Livre qui est un moment essentiel dans la vie du livre en Occitanie. Et, le salon n'étant pas extensible, je crois qu'il y a à peu près une trentaine de places pour des éditeurs. Et depuis quelques années, on a une place assurée pour le stand des éditeurs de la région Occitanie. Et nous, très honnêtement, on va prendre des éditeurs qui sont absents ou qui n'ont pas été pris par l'organisation. Et c'est très vertueux, comme tu disais Esther, également au niveau financier, parce que on remercie la Comédie du Livre qui est gratuite en l'occurrence, mais ce n'est pas le cas de tous les salons loin de là. Je pense notamment aux étonnants voyageurs à Saint-Malo ou à bien d'autres, dont les frais de stand chiffrent à plusieurs centaines d'euros souvent. Et donc on a tous connu ces salons où finalement les ventes ne viennent pas compenser les frais de stand, les déplacements, etc. Donc c'est aussi une assurance, le stand collectif, parce que évidemment le collectif va prendre en charge les frais de stand. Nous on fonctionne comme une sorte de petite librairie, on va prendre un pourcentage sur les ventes. Et c'est nous qui prenons le risque d'un éventuel gain financier, mais ça n'arrive pas souvent. Voilà. Et juste en complément, moi, une dimension que je trouve très intéressante aussi dans ces stands collectifs, c'est le temps qu'on a, notre disponibilité. Et que là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, sur un salon de 3 jours, un éditeur qui va être hébergé par le stand Héros va s'engager sur une demi-journée, pas sur les 3 jours. Alors effectivement,
ils s'engagent quand même. C'est pas du service délégué, quoi. Et voilà. Et du coup, parce qu'on n'a pas forcément toujours, tout le temps d'être sur des salons, il y a un temps partagé aussi, pas que l'espace. Et Marion, est-ce que toi tu fais partie de collectifs, tu participes à des manifestations littéraires via des collectifs d'éditeuristes ou non, ou est-ce que c'est plus individuel? Comment? Alors c'est assez rare parce que, alors c'est déjà arrivé notamment aux Escales l'année dernière, notamment. Comment? Hypermonde, j'y étais, j'avais un stand individuel. Parce qu'en fait, la problématique avec Plume Blanche, c'est que on a des livres qui prennent de la place. Et on a des auteurs qui ramènent parfois beaucoup de lecteurs. Et on a besoin de stands individuels pour pouvoir gérer le monde. Voilà. Et alors je ne dis pas que c'est sur tous les salons, je ne dis pas que c'est sur tous les auteurs. Et il y a des fois où on a des auteurs qui ont pu dédicacer sur le stand de l'AENA et c'était très bien, ils étaient contents d'être là parce que nous, on ne peut pas se dédoubler quand des manifestations tombent parfois sur les mêmes dates. Mais la problématique, là, c'est vraiment d'avoir des stands individuels parce que cette mutualisation, on peut plus le permettre étant donné la quantité de lecteurs qui viennent parfois pour voir un auteur en particulier. Ça parasiterait les autres éditeurs et ça n'a aucun intérêt pour eux, vraiment. Oui, là pour le coup, personne s'y retrouverait, c'est même contre-productif pour tout le monde là. Tout à fait. On a eu un salon en fin d'année dernière en Belgique. Les gens ont attendu entre 2h et 2h30 pour accéder à notre stand. Parce qu'il y a des auteurs qui sont extrêmement demandés. Enfin, c'est ce genre de choses. On ne peut pas le créer sur des stands collectifs. Ce serait vraiment pas cool en termes d'organisation et pour l'association qui tient le stand et pour les autres éditeurs à côté, quoi. En termes également, tu as parlé de Biocop en riant, mais on a pu voir avec donc, un webinaire piloté et coordonné par l'écologie du livre que le modèle de la MAP interrogeait beaucoup d'éditeurs, de collectifs d'éditeurs également. Il y a même, je crois que c'est dans le Grand Est, un ancien libraire qui a fondé une association qui s'appelle ADAC, qui va sélectionner des livres d'éditeurs locaux, si je ne dis pas de bêtises, mais l'écologie du livre qui est quelque part dans la salle pour me tirer les oreilles, et qui les glisse dans des paniers d'AMAP. Ce type de démarche, par exemple, qu'en pensez-vous? Est-ce que ce ne serait pas un des moyens d'interpeller un nouveau lectorat, de le surprendre, à condition évidemment qu'il y ait une certaine cohérence, cohésion éditoriale et légumière, si l'on peut dire? Je pense que toutes les initiatives sont bonnes et qu'il faut, pour savoir si elles sont bonnes ou pas, il faut tout essayer en fait. Ça avait l'air effectivement de bien marcher. Sortir des sentiers battus et parfois on peut être surpris très agréablement. Pourquoi pas? Oui. L'important, c'est pourquoi on fait ce métier, c'est de publier des textes qui soient lus après. Ce serait pas mal. Si, ils sont lus. C'est bien. Oui, parce qu'il y a beaucoup ce débat qui a l'air de s'être un petit peu étiolé, mais certains éditeurs, certains libraires qui étaient très mécontents qu'on considère le livre comme avant tout un objet de consommation. C'est quand même quelque chose qui a un coût, qui est produit, qu'on achète. On a souvent entendu des éditeurs dire « oui, moi je ne vends pas des carottes ». Non, mais peut-être qu'un livre peut aller avec des carottes. Mais les plumes, j'espère. Là, les plumes, oui. Voilà, hein. C'était pas toi qui avais dit ça. Et pourquoi pas offrir des carottes avec les livres plumes de carottes. Sortir justement de cette idée de sacralisation du livre qui peut-être finit par se retourner un petit peu contre l'écosystème lui-même. Un livre s'achète, se découvre, se vend, se market. Donc pourquoi ne pas l'associer à d'autres biens de consommation sans tomber dans le Happy Meal, évidemment, hein, et avec le petit jouet. Je ne me trompe pas, c'est l'an dernier où McDo était le plus gros éditeur de livres avec tous les petits livres cadeaux primes qu'ils avaient fait, il me semble. Sans aller jusque-là. Il y a un autre élément que je trouve intéressant dans l'idée de diversification de lieux ou de points de vente, parce qu'en plus il est très complémentaire à la librairie et il peut sans doute permettre de toucher un public, il ne faut pas l'oublier, à qui le livre fait peur.
qui, c'est plus ou moins inconscient, mais qui n'osent pas rentrer en librairie, qui ont le... ouais, effectivement. Il y a des légumes qui ne sont pas très faciles à digérer, il y a des livres également. Et que toute cette frange de public, et des études le montrent, qu'il y en a de plus en plus qui ont un rapport au livre un peu complexe, et alors le temple du livre étant la librairie, ils n'y vont pas. S'ils croisent le livre dans d'autres lieux, que ça soit effectivement dans un panier à map, ou dans une quincaillerie ou une épicerie, je trouve que c'est une démarche intéressante qui peut être vraiment complémentaire dans cette réflexion plus large de la rencontre avec le livre. Multiplions les lieux de rencontre avec le livre. Oui, en fait, c'est peut-être l'essentiel. C'est la librairie est acquise, entre guillemets. On sait que pour acheter des livres, on va dans une librairie. Mais où trouver des livres quand on ne va pas dans une librairie? Parce que c'est un peu le paradoxe. Il y a peut-être des lecteurs potentiels qui ne vont pas en librairie. Ou les croiser par hasard, sans s'y attendre. Ça, je trouve ça intéressant comme démarche. Oui, l'effet de surprise, croiser des gens. Donc, Marion, aujourd'hui, comment... Toi, verrais-tu une forme de compte tenu donc, des spécificités de ta maison et de ton lectorat, une manière de rencontrer un nouveau lectorat? Est-ce que ce serait plus de conventions? Est-ce que ce serait des festivals de jeux de rôle? Enfin, voilà. Alors, les conventions, on en fait déjà beaucoup. Donc, en faire davantage serait finir de condamner l'intégralité de mes week-ends de l'année, je pense. Mais il existe d'autres formes qui sont les box littéraires. Je pense à la première qui me vient en tête, qui est l'une des plus grosses, c'est quand même la Cube, qui fonctionne sur recommandation des libraires et avec laquelle on travaille très régulièrement. Mais il en existe beaucoup d'autres. Il y en a qui se créent de plus en plus, notamment là sur... il y a une espèce de mode, je cherchais un terme un peu plus élégant que ça, mais sur tendance, on peut dire. Ou tendance, voilà. Sur les beaux livres, les lecteurs qui retournent aux livres reliés, le jaspage, tout ça. Et il y a des modèles économiques qui arrivent des pays anglo-saxons, qui sont notamment des box littéraires qui proposent des éditions exclusives, limitées de certains titres, qui sont en train d'arriver en France. Il y en a une avec laquelle j'ai eu l'occasion de travailler assez récemment, qui achète les droits, en fait, pour pouvoir publier, créer une autre version du livre qui ne sera disponible que pour leurs abonnés, que sous cette forme inédite, et après le livre disparaîtra du marché, et ça crée un engouement en fait chez les lecteurs. Ça touche des gens auxquels je n'avais pas accès avant. Et voilà, moi, les rencontres, elles se font plus sous ces angles-là que... mais ça résonne aussi avec la ligne éditoriale, mais j'ai moins de place en Biocop ou en quincaillerie. Les thématiques ne matchent pas. C'est peut-être un peu difficile, effectivement. C'est pas hyper compatible, voilà. Julien, est-ce que tu souhaites toi aussi donner un petit peu ton envie, regard sur quelles seraient les nouvelles manières, compte tenu de ta ligne éditoriale qui est assez large, en plus de tout ce que tu as déjà énoncé? En effet, je pense que les box littéraires sont à explorer. Moi, j'ai eu le plaisir de travailler avec une box qui a vendu mes livres en compagnie de thé. C'était très bien. J'ai trouvé que ça fonctionnait bien, évidemment. On peut être un peu plus audacieux en proposant d'autres duos, mais pour l'instant, voilà, le livre, le thé, c'est très bien. Oui, ça va bien ensemble. Oui, oui, oui. Et ce que tu disais, Marion, m'a fait penser à un éditeur d'Occitanie qui maintenant fonctionne par abonnement avec ses ouvrages. Je ne sais pas si tu en entends parler, alors c'est vrai que ça fonctionne peut-être un petit peu plus par rapport à ta ligne éditoriale, mais il sort des petits ouvrages, des romans d'une centaine de pages qu'il va feuilletonner tous les trimestres, me semble-t-il. Et donc il y a un système d'abonnement annuel qui peut être renouvelé, voilà, sur le modèle des plateformes numériques de streaming que l'on peut connaître. Je ne sais pas si c'est l'avenir, mais c'est à regarder de près.
Il y a les éditions Mesure également qui fonctionnent sous le principe d'abonnement. Voilà, on paye. Et lui d'ailleurs, André Markovitch dit c'est un peu un panier paysan. Tu payes, tu ne sais pas ce que tu vas avoir, si mais c'est des carottes ou encore des navets. Mais voilà, tu t'engages. Alors, avant de conclure, parce que le temps passe vite, je me retourne vers vous. Là, je vois des mains qui se lèvent. Oui, bonjour, Linda, alternante aux éditions CIDO. Alors, en fait, Vous êtes où, pardon, excusez. D'accord, merci. Oui, je disais, je suis Linda, une jeune alternante aux éditions CIDO. Alors moi, je voulais revenir sur ce qu'a dit Marion au début de la table ronde par rapport aux étudiants. Alors le monde, alors je voulais faire réagir et puis par la suite poser ma question. D'abord, en tant qu'étudiante en master d'édition, c'est vrai, comme elle avait dit, c'est pas facile du tout lorsqu'on a un projet d'édition d'aller vers les diffuseurs parce que, en quelque sorte, on nous voit souvent comme des bébés éditeurs et en fait, souvent, on n'est pas crédible et ce qui fait et nous, en tant qu'étudiants, on s'auto-censure, on se dit qu'on n'est pas légitime, c'est le monde grand, on ne va pas y arriver. Alors je voudrais juste remercier Marion pour l'ombre qu'elle a enlevée sur cette idée étudiant fraîchement diplômé vers le monde de l'édition. Et puis par la suite, j'aimerais bien demander ma question, toujours à Marion d'ailleurs. En tant qu'un étudiant fraîchement diplômé qui a envie de rentrer dans le monde de l'édition, alors quels conseils donnerais-tu, des conseils de première marche, d'abord pour arriver au lecteur? C'est vrai que les réseaux sociaux, c'est très très répandu aujourd'hui, c'est très important. À côté des réseaux sociaux, les réseaux sociaux effectivement, et puis par la suite, comment créer sa place, sachant que j'aime bien dire, parce que ça me réveille, en fait ça me travaille l'esprit, comme bébé éditeur. Merci. Merci. Alors, ne pas se décourager déjà, parce que quoi qu'on en dise, le milieu de l'édition, c'est un milieu moi, que je trouve relativement bouché et dans lequel il est compliqué de faire sa place. Voilà. Des maisons d'édition, il y en a énormément. Toutes lignes éditoriales confondues, on l'a vu hier, hein, c'est un travail qui est précaire. Il ne faut pas compter ses heures pour arriver à quelque chose. Ça demande du temps, ça demande de la persévérance. Plume Blanche, c'est aujourd'hui une maison d'édition qui fonctionne plutôt bien, mais sur 10 ans d'existence, j'ai passé 6 ans sans prendre de salaire. Voilà. Parce qu'à un moment donné, il fallait faire un choix entre pouvoir me payer et investir dans la maison d'édition pour être sûr qu'elle devienne pérenne. Donc ça demande des sacrifices, c'est quelque chose dont on ne peut pas, à mon sens, vouloir vivre dès sa création. Et une fois qu'on a bien ces idées-là en tête, qu'on arrive à répondre aux questions, c'est-à-dire comment je vais faire en attendant pour pouvoir manger, pour pouvoir payer mon loyer, tout ça, on peut avancer petit à petit. Donc oui, ça prend du temps, il ne faut pas se décourager, et la place, elle va se faire au fur et à mesure par la qualité des livres publiés. Et si la qualité des livres est là, les lecteurs seront là aussi, et une fois qu'ils auront découvert les romans, ils ne les lâcheront plus. Oui, bonjour, je suis ici, Alexandre Bord, en diffusion BLDD. Je vous donne un sujet pour une table ronde pour les prochaines assises. Vous avez beaucoup parlé de chercher des nouveaux lecteurs, des nouvelles lectrices, mais pas de comment les fidéliser. Et je pense que c'est surtout là-dessus qu'il faut se pencher. Une maison d'édition, c'est une marque. Et un lecteur ou une lectrice peut développer un sentiment d'adhésion et de familiarité à une marque. Et je pense que les maisons d'édition doivent réfléchir à ce sentiment d'adhésion. Vous l'avez un petit peu évoqué en toute fin, les systèmes d'abonnement. Moi, je pense à ce qu'a été France Loisirs, qui n'était pas une marque éditoriale à proprement parler, ou en tout cas si, mais il y avait un sentiment d'adhésion. Moi, je pense aussi à une maison d'édition avec laquelle je travaille, qui s'appelle l'Association, maison d'édition de bande dessinée, qui a des adhérents,
ces adhérents qui ont accès à une arrière-boutique qui chaque année renouvellent leur adhésion et reçoivent chez eux un carton d'adhérents sérigraphiés, dédicacés par un auteur de la maison, etc. Je pense à des maisons d'édition oui, qui viennent de se lancer récemment, type La Lettre Zola, qui passe hors du circuit du livre parce qu'effectivement ils envoient directement chez les gens les nouvelles et on achète sans savoir ce qu'on va lire, etc., etc. Et donc je pense vraiment qu'il faut s'interroger sur le sentiment d'adhésion du lecteur à une marque éditoriale plutôt que de toujours chercher des nouveaux lecteurs, des nouvelles lectrices, mais essayer de garder ce qu'on a déjà capté. D'ailleurs, le modèle, avant que le micro passe, que tu viens de citer, Alexandre, de fidélisation, ça se pratique dans la musique, où on peut adhérer à l'association de certains labels. Et on a un t-shirt, par exemple, t-shirt exclusif, un petit pack et des bonus en plus de ce qu'on peut acheter comme disque chez eux. Pourquoi pas dans le livre, avec des beaux t-shirts. Autre... Oui, bonjour. C'est moi, c'est à moi. Floréal Klein, donc les éditions du bout de la ville, en Ariège. Merci beaucoup pour cette discussion. C'est vrai que c'est une question centrale que tous les éditeurs se posent. Et donc, dans notre coin, ça fait un petit moment qu'on tourne autour de cette idée-là, comment réinventer un peu ces chemins du livre. Et on a monté donc en Ariège, donc dans le sud de Toulouse, un lieu qui s'appelle la Maison de Papier. Et bon, je pense que c'est important de partager un peu cette expérience ici, parce que c'est le fruit d'une réflexion d'éditeur, en se disant comment on peut faire pour fabriquer une culture critique du livre dans les campagnes. Et donc on travaille en réseau avec des librairies dans le coin. Il n'est pas question de casser cette chaîne du livre, hein. Ça fonctionne avec les médiathèques, avec les librairies, avec tout un réseau d'éditeurs indépendants critiques. Et donc c'est un lieu qui est à la fois une librairie, à la fois un espace de rencontre, de travail pour les éditeurs, de résidence, et c'est aussi ouvert sur le village avec des ateliers d'écriture, avec énormément de choses. En fait, on a ouvert cet été, mais en fait ça a une sorte de succès assez incroyable. On est soutenu en plus par OLL, la DRAC, la région, on a monté une histoire européenne, tout ça. Nous, on se situe évidemment dans un courant très critique de l'édition indépendante, c'est-à-dire que là, pour moi, il y a un biais qui manque dans cette discussion, c'est que des gros milliardaires d'extrême droite, on pourra en citer un autre, qui s'appelle Pierre-Édouard Stérin, donc qui a lancé le projet Périclès. Donc l'idée, il met 1 milliard sur la table pour consolider les positions du RN en France, et sur le modèle de la librairie, disons, modèle multi-service, sur le modèle vraiment de la librairie, donc 300 librairies en France qui vont ouvrir, 5000 événements dans les années qui viennent. Donc, et donc toujours dans cette idée d'une bataille civilisationnelle, etc. Donc c'est juste qu'on a une histoire d'échelle qu'il faut bien avoir en tête, parce que là on est tous on bricole quoi, tous à nos échelles, mais qu'il y a vraiment la question centrale, en tout cas pour nous là, aux éditions du bout de la ville, c'est comment fabriquer d'abord que refabriquer une culture critique qui passera inévitablement par le livre en fait. Enfin pour nous je pense qu'on partage ça en tout cas ici tous en se disant que voilà c'est un outil central. Voilà, enfin en tout cas pour moi il y a vraiment une et je vois ce que ça fabrique dans un petit village dans lequel on est là au Mas des Îles, c'est assez dingue ce que ça fabrique comme il y a des gens, ça a ouvert cet été, mais il y a énormément de gens qui se remettent à lire, qui rentrent dedans, enfin. Et comme on le fait je dirais en bonne intelligence avec tout le monde, on retrouve le réseau social de base. Enfin, je veux dire, il y a aussi ça, parce qu'on a tendance à perdre beaucoup de temps, moi, je pense, sur les réseaux sociaux, là, à nos échelles. Moi, ça m'empêche pas du tout d'avoir une diffusion par ailleurs, un distributeur, Obo, Macassar, tout ça, ça fonctionne très bien. Hein, mais disons que je finis peut-être là-dessus, mais il y a un prolongement de l'idée de l'édition, c'est-à-dire souvent on a l'impression, on passe beaucoup de temps à préparer les bouquins, mais ça ne s'arrête pas là en fait, l'édition, on le sait très bien, on a besoin en fait, pour exister, pour se motiver, ça c'est pas une histoire purement économique, on a besoin
d'être en contact en permanence avec les lecteurs, avec les éditeurs, fabriquer des lieux de travail, d'intelligence. Ça manque terriblement en France. Mais il y a une dynamique qui se relance, qui est quasiment la dynamique inverse du 19e siècle. Des librairies montent des maisons d'édition au 19e. Et ben là, ce qui se passe, on voit ça avec Divergence en Bretagne, on voit ça avec Grévis, même Zulma a fait ça aussi. Enfin, des éditeurs qui montent des librairies, ou en tout cas des lieux d'éducation populaire autour du livre, en tout cas. Et je pense que là, pour moi, c'est une biais. Alors évidemment, en termes de charge de travail, ça peut être un peu colossal, mais nous, on essaie de fabriquer une économie avec ça aussi. En se disant, voilà, peut-être les livres, la vente des livres, peut-être ça ne suffit pas complètement. Donc on fabrique une culture critique du livre. Et puis après, voilà, nous, on est dans une sorte un peu de combat politique, si on peut aller voir. Voilà, enfin, je pense que c'est indissociable. Et pour moi, c'est ce qui manque à cette discussion, c'est-à-dire c'est l'autre bout de la discussion d'hier. C'est-à-dire concentration du livre. Oui, d'accord. On réinvente des chemins du livre, mais dans un contexte de concentration du livre. Mais là, on n'est pas là pour parler des concentrations du livre. Voilà. En fait, on est là pour donner des pistes. Enfin, cette table ronde, c'est là. C'est pas une table ronde pour entrer dans la politique ou parler des concentrations, etc. Là, on essaye juste de donner d'autres idées de comment on peut faire pour ouvrir les champs du possible. Et voilà. Enfin, il ne faut pas se tromper des débats. En tout cas, là, cette heure-ci, elle n'était pas consacrée à ça, c'était concentré à autre chose. Excusez-nous, on va mettre un terme aux questions, parce qu'il y a, après tout un tas de programmations qui vont débuter, je voulais juste vous donner une information, parce qu'elle n'est pas sur le programme, c'est qu'il y a aussi au TN Bar, c'est à côté, un certain nombre de tables rondes et de propositions. Je vous les donne parce que ça me semble pouvoir vous intéresser. Donc à 11h au TN Bar, c'est-à-dire de l'autre côté, il faut traverser le grand espace vert, etc. N'ayez pas peur, ça se fait. Donc c'est l'ATLF à 11h, donc l'Association des traducteurs de langue française. Je pense que ça c'est aussi très important. À 11h35, toujours pareil, il y a la SOFIA. Pardon, c'était 11h10 la TLF, 11h35 la SOFIA. Je ne sais pas si vous vous rappelez du débat d'hier avec Oplibris. Donc la SOFIA se propose de payer votre abonnement. Enfin, j'ai fait un raccourci, mais enfin, voilà. 12h, Mobilivre. Et finalement, ça prolonge un peu le débat qu'on a eu maintenant, puisque Mobilivre, c'est une association qui réfléchit à des librairies itinérantes, qui sont aussi finalement peut-être un des prolongements de l'invention de lieux comme ça, ou en tous les cas de possibilités d'aller mailler le territoire. 15h15, Arctic Paper, donc le papier, c'est important le papier quand on fait des livres, je crois. 15h40, Dilicom, là aussi, sur le référencement des livres, sur la visibilité, important. Et puis ensuite, Primcorp, toujours papier, 16h05. Merci beaucoup. Merci, donc merci à vous et merci.